Moi, je me pose la question de qu'est-ce que ça va être le point caca avec The One, quoi. Le point caca de Julien sur The One. Tu l'as préparé celle-là. Non, pas du tout. Tu vois, C'est pas vrai. je viens d'y pas penser. des points caca, C'est vrai. Non. Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Julien Dupuis. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes, le podcast. Je suis Stéphane Moïsakis, je suis avec Julien Dupuis ici présent. Salut Julien. Lui-même. Voilà, pour parler de The One. Voilà, justement. Voilà. The One and Only Julien Dupuis. Exactement. Et The One and Only Stéphane Moïsakis. Exactly. Voilà. Mais par contre, on a combien 123 autres nous-mêmes C'est dans clair. l'univers, c'est ça? Tu dois en avoir un plomb, toi. Moi, je dois en avoir un bras. J'aimerais bien voir ça. Ah ouais, ça doit être rigolo. Quoi. Putain, on est rentré directement dans le vif du Dans le vif sujet. du là. sujet. Ah, Parce que, donc, on parle de The One parce que c'est un film de James Wong avec Jet Li, une des premières vraies, peut-être le meilleur film américain de Jet Li, on va dire. C'est pas très dur en même temps, malheureusement, quoi. Ouais. C'est peut-être pas le premier film parce qu'il y a eu, occidental. il y a quand même eu, bon, à part sa présence dans L'Arme Fatale 4, il y a quand même aussi cette absolue merde totale qui était Roméo doit mourir, quoi, d'Andrew Bartowiak, dont on ne parle pas ici, donc. Non. Voilà. Et The One qui est plus fantastique, effectivement, plus SF, mais quand même un vrai film d'action. Bah, disons que oui, l'idée ici, c'est que. C'est vrai qu'au niveau du genre de stéroïdes, on est quand même à la limite, ouais. À la limite, c'est un peu touchy. Après, le truc, c'est que je pense que ce qui a fait pencher la balance, c'est que le pitch, le concept même du film, il est clairement au service de l'action. Enfin, c'est ça le but. C'est-à-dire que en tout cas, ce qui nous a plu, parce que on va parler après de comment le projet s'est monté et tout, et Jet Li n'a pas toujours été attaché au projet. Mais en tout cas, le but et ce qui nous est kiffé, je me rappelle à l'époque, c'était le pitch, c'était de voir Jet Li combattre Jet Li, autrement dit, voir peut-être l'un, si ce n'est le plus grand combattant de sa génération, le plus grand artiste martial, en tout cas au cinéma de sa génération, se combattre lui-même et de voir ce choc. Ce qui est d'ailleurs... c'est pas ce qu'il y a de mieux dans le film. Non, c'est pas ce qu'il y a de plus réussi d'ailleurs, c'est un petit peu décevant, c'est-à-dire que même s'il y avait Coréenne et tout, bon bref, on va parler de ça un peu plus tard. Alors, est-ce que on pitch effectivement le film? Le terrible moment du pitch. Ouais. Faudrait qu'on enregistre Arnaud qui pitch tout. Là, on mettrait une petite bande. Comme ça, on a déjà 4 minutes 30 c'est clair. de podcast. Donc c'est un univers où il y a plusieurs mondes parallèles en fait qui existent les uns entre les autres, et il y a un univers en fait en particulier qui a réussi à débloquer en fait une machine, enfin en tout cas la technologie suffisante pour voyager de monde parallèle en monde parallèle. Bien entendu, il est interdit de voyager de monde parallèle en monde parallèle. Alors ces mondes parallèles, c'est le même monde que le nôtre, mais avec des différences plus ou moins légères, quoi. Mais en gros, le capture mag de notre monde existe dans un monde parallèle, mais par exemple, il ne parle que des films de Christophe Honoré. Et voilà, il fait des captures entiers sur je sais pas moi, la carrière de Jean-Luc Godard, etc. Vous imaginez l'enfer, quoi. Ouais. Bon bref, mais c'est possible, peut-être que ça existe. Et donc en fait, le principe là-dedans, c'est qu'il est dans un des mondes parallèles, celui justement qui a créé ces machines pour voyager de dimension en dimension. Il y a un personnage qui est donc interprété par Jet Li, qui a découvert qu'en tuant ses doubles, il engrangeait en fait leur énergie. Il devenait du coup de plus en plus puissant. Et le film débute vraiment au moment où il arrive dans notre univers parallèle, et il veut affronter son dernier, voilà, pour en fait c'est un peu Highlander mais version Kung Fu. Voilà, monde parallèle. Il doit affronter le dernier, sachant que le dernier est lui aussi nanti en fait de toute cette puissance, c'est-à-dire qu'il se partage. Voilà. La puissance, c'est là où il y a la différence avec Highlander. Ce qui en vrai est un super concept, quoi. Et qui marche très bien en plus. En plus, il est plutôt bien pensé, mais moi je trouve pas très bien exploité. Parce qu'à la fin, l'écriture du film, ça reste un petit film d'action assez simple, quoi. Il se passe très court, c'est 1h20, quoi. 1h30 avec le générique. Vraiment, concentré sur en gros plus ou moins une journée, quoi, une nuit. Et avec le combat principal à la fin,
des explications un peu, tu vois, qui rentrent au chausse-pied parfois dans l'écriture, c'est-à-dire que t'as le personnage de Delroy Lindo et comment dire de Jason Statham qui suivent en fait le méchant Jet Li, qui sont des flics en fait et qui expliquent tout au interdimensionnels. gentil Jet Li, tu vois, et C'est quand même très court, quoi. bah, ouais, mais c'est très time cop en fait dans son fonctionnement. C'est très en fait, je t'explique bien tout pour que tu comprennes bien tout, et du coup, effectivement, toi en tant que spectateur, t'en rates pas une miette, mais tu te dis, mais en fait, t'as tellement de possibilités de raconter ça de manière beaucoup plus fun, beaucoup plus, comment dire... Mais en fait, ils essayent de le faire. Moi, je pense qu'on est là, c'est typiquement le genre de truc où les gars sont aussi victimes de la politique des studios. Il faut toujours que le spectateur, le moins, on va dire, vif, comprenne tout au pitch d'un truc. Et puis, il essaye de le compenser. Tu vois, par exemple, il y a beaucoup d'expositions qui se fait dans des poursuites de voitures, des trucs comme ça. Bon, bah, ça, c'est depuis Terminator, en fait. On a déjà vu ça, de faire l'exposition un peu laborieuse, comme ça, dans le mouvement. Je trouve que c'est pas extrêmement préjudiciable en fait ce truc de l'exposition. C'est vrai qu'on s'en serait volontiers passé, quoi. Mais déjà parce que le rythme reste quand même plutôt soutenu. T'as pas vraiment, c'est pas hyper plombant en fait. Je trouve ces séquences-là. Et puis en plus parce que t'as quand même l'exposition, on va dire plus dans l'action, notamment avec tout le début, et qui fonctionne et que moi je trouve plutôt ludique. C'est-à-dire que la première fois, c'est dommage parce que aujourd'hui tu rentres dans la salle, t'as déjà vu au minimum la bande-annonce, et si t'as vu la bande-annonce, tu connais le concept du film que j'ai pitché en fait au début, et puis si t'as pas vu le film, t'as pas vu la bande-annonce, comme t'as écouté le pitch du début, c'est foutu quand même. Mais je me dis toujours, putain, mais j'aimerais arriver complètement vierge dans le truc et découvrir découvrir en fait cette ouverture en fait, et elle est sympa en fait parce que le jeu en fait c'est que en fait tu arrives dans un univers, t'as l'impression que c'est le nôtre, que c'est notre monde à nous, et en fait c'est déjà un monde parallèle, et c'est déjà le monde parallèle en fait c'est un autre monde parallèle en fait, et du coup t'as des légères différences en fait, des dissonances comme ça à gauche à droite sur les armes des flics, leur équipement par exemple. Le président c'est Al Gore au lieu que ce soit George Bush, parce que c'est un film qui date de 2001, donc c'était juste, d'ailleurs c'est sorti juste après le 11 septembre je crois, mais bon évidemment tourné avant, et effectivement bon, spoil la scène en question, hein, c'est Jet Li qui se fait convoyer, et qui Jet Li très méchant, ça aussi, voilà, très voyou quoi, mais voyou à la James Dean un peu un peu voilà quoi. On va en parler de Jet Li, c'est génial. Et qui se fait buter en fait, et au début on comprend pas trop par qui. Et sauf que tu vois que c'est Jet Li qui sort d'un conduit d'aération, qui s'est buté donc lui-même, et qui tabasse tous les membres de la SWAT team en fait en même temps. Et dans une séquence, on va dire légèrement inspirée des pirouettes visuellement de Matrix, quoi. Ah non, mais on est... Alors ça, c'est du Matrixploitation. C'est exactement, c'est le truc qu'on aurait presque dû dire dès le début. Comme tu l'as dit, c'est 2001, donc très peu de temps après le triomphe de Matrix. Ce Matrix 2 n'est pas encore sorti et tout. Et là, c'est du pur film post-Matrix, quoi. Comme on en a vu fleurir un gros paquet, en fait, à cette époque-là, hein. Je pense que... James Wong s'en défendait totalement. C'est-à-dire que... Ah ouais, parce que... Alors moi, je l'avais interviewé à l'époque de la sortie du film, et je lui parle de ça, hein, tout de suite et tout. Il me dit, oui, mais en fait, il n'y a pas de bullet time chez nous. Je fais, non, mais bon, en fait, il y a un mec qui évite une balle... Non, parce que il peut se défendre en disant, j'ai pas utilisé la technologie du bullet time, ce qui est vrai. Tu vois, mais il a utilisé des choses qui étaient approchantes. Il a utilisé du numérique, et puis il a utilisé voilà, et t'as Jet Li qui évite une bastos au ralenti, enfin ce genre de choses. Donc il joue beaucoup en fait sur le film et sur le tournage, et c'est notamment là-dessus qu'étaient les incrustes sur des personnages tournés avec des vitesses de défilement de caméra différentes. Et évidemment, comme ça me ressemble absolument pas du tout à Matrix, tu vois, à la fin c'est pas dans la bande-annonce, tu vois, donc voilà, non mais ironie mise à part, voilà, c'est clairement fait pour ce public-là supposé. C'est-à-dire le public qui a kiffé voilà, Matrix, et qui écoute de la musique, tendance et tout ça, etc. Donc il y a toutes ces problématiques en fait qui sont dans le film, qui sont clairement... Et puis tout simplement qui date le film énormément. L'influence aussi du cinéma asiatique aussi, hein, qui était quelque chose qui avait été un peu préfiguré dans le premier Blade, mais qui a vraiment été popularisé à Hollywood dans ce
petit, on va dire, ce petit cluster, ces petites, je sais pas, ça a été même pas une décennie au final, où vraiment tout le monde s'est précipité à Hong Kong, à essayer de débaucher des chorégraphes de combat de Hong Kong, etc. Oui. Et alors, le pitch de base, Ouais. à la base, c'était pas pour Jet Li. Non, c'était pour The Rock. Voilà, Dwayne Johnson. Ouais. À l'époque où il Alors, n'était pas du tout encore une star de Je cinéma. dis The Rock parce que justement, il était connu à Ouais, l'époque, voilà, c'est ça, effectivement, exactement. sous son pseudo. Et The Rock, en tant que catcheur, se serait battu contre voilà, 123 autres The Rock, quoi. Mhm. Alors, ça, c'est pareil, c'est génial. Quand je lui ai posé la question, je sais pourquoi The Rock n'est plus sur le film, tu vois. Mhm. Le mec, il m'a sorti une réponse, j'ai l'impression qu'il me prenait pour un gosse de 12 ans. Ouais, Il me dit oui, alors The Rock en fait devait faire le film avec nous, mais en gros il y a son ami Stone Cold Steve Austin qui a eu besoin de son aide sur le ring. Et tu sais, il commence à me sortir un truc comme ça, et j'avais envie de lui dire, mais t'es en train de parler à un fan de The Rock de 8 ans et demi ou tu vois, enfin donne-moi la vraie raison, j'avais envie de lui dire, tu vois, mais bon, enfin quand on est à ce niveau de langue de bois, on va dire, c'est que c'était pas trop la peine. Mais le changement a eu lieu très tard en fait. Et d'ailleurs, t'as des animatiques qui ont été faites avec The Rock et tout quoi. Et je trouve que dans le film, ça se sent pas tant que ça. C'est-à-dire que la façon qu'ils ont eu de réadapter en fait le film pour Jet Li, bah personnellement, je trouve que ça marche plutôt pas mal. Tu vois, par exemple, il y a une idée en fait où Jet Li, alors moi je m'y connais pas assez en art martial pour vraiment être précis là-dedans, mais je sais que Jet Li n'utilise pas le même style en fait de combat selon qu'il incarne le méchant ou le gentil, Ouais. par exemple. Et ça se sent en fait ça. C'est-à-dire que même moi qui suis un néophyte en fait en art martial, tu vois en fait qu'il a une posture beaucoup plus aiguë, plus agressive en fait quand il est le méchant, et qu'il est beaucoup plus souple en fait dans la défensive en fait quand il est le gentil. Et même moi j'aime bien en fait tout ce qui vient avec Jet Li, tout ce qui teinte en fait de ça avec le Carla Gugino qui est en fait sa compagne en fait et tout. Je trouve ça plutôt sympa, et moi je sais que je l'ai appris relativement tard en fait que The Rock était pressenti en fait. D'accord. Moi j'avais dû l'apprendre dans ton interview, Steph, je pense. Ah oui, ou, oui, peut-être possible, qu'on en avait ouais. parlé mais plus tard. Mais moi j'ai toujours cru en fait que, parce que on n'a pas du tout présenté James Wong et tout, mais c'est comme Steve Wang en fait, c'est des mecs qui ont été élevés en fait dans des familles asiates, et qui sont nourris en fait de tout ça en fait. Ils sont nourris avant que ce soit tendance, on va dire, à Hollywood. Ils sont nourris de cinéma hongkongais. Ça fait partie des tripes qu'ils ont étant jeunes quoi. Et moi j'avais été vachement étonné du coup, parce que je m'étais dit bon bah le mec il vit son trip quoi, manifestement c'est quelque chose qu'il aime beaucoup quoi. Et en fait non, bah voilà, The Rock était pressenti pour jouer le truc. Et surtout, quoi. c'est son scénar à lui en fait avec Glenn Morgan. Morgan, ouais. ouais. Qui sont des comment dire. Qui viennent de X-Files. Ouais, c'est ça, des gens qui viennent de X-Files et qui sont habitués en fait à développer des concepts, on va dire, et à essayer de les mettre en pratique. Qui ont complètement disparu. C'est marrant. Ouais, bah James Wong, il a réalisé, je crois, un Destination Finale, si je dis pas de bêtises. Mais c'est surtout qu'ils ont fait le concept de Destination Finale vient d'eux Oui, c'est à ça, la ouais, base. ouais. Mais il avait fait l'épouvantable Dragon Ball en fait. Et alors c'était du lui coup, à aussi, mon ça, avis, ouais. il n'est pas sorti de la Mm. movie jail là depuis. Mais ils ont complètement disparu. Et c'est marrant, c'est pareil, tu vois. On parlait de films post-Matrix, mais c'est la même chose. C'est-à-dire que ces mecs-là, ils ont toujours été. Enfin, c'est comme ça moi que je les ai appréhendés. C'était des cinéastes geeks avant l'heure en fait. C'est-à-dire que ça, c'est aussi une tendance qui est venue. Disons à la fin des années 90, au début des années 2000, et qui je pense a été aussi popularisé par Matrix quoi. C'est-à-dire des cinéastes et des scénaristes qui étaient férus de comics, encore une fois de cinéma asiatique, de vieilles séries de SF, tu vois, et là manifestement aussi de la quatrième dimension. Il y a ce côté-là en fait Complètement. qu'ils avaient importé très clairement dans X-Files, et qui va être aussi dans Destination Finale. Enfin voilà, ça c'est des vrais trucs où tu vois que ils adoraient en fait même ces nouvelles-là, les nouvelles de et l'idée SF de faire et tout, du quoi. cinéma fun en fait, c'est-à-dire Voilà, qu'il y a exactement. ce truc-là. Je pense que c'est bon, les studios. Je pense un Destination Finale ou un The One, les studios les comprennent plus ou moins, et ces films-là, mais ils lâchent la bride en fait à ce genre de réalisateur-là. Sur À un ce film comme moment-là, Matrix, en tout cas, parce que en fait, ils ont bien vu qu'ils étaient un peu à la ramasse, qu'ils comprenaient pas forcément ce dont le film parlait, mais qu'ils ont bien vu qu'en fait, il y avait une partie du public qui connectait totalement avec ça, quoi. Alors bon, on a beaucoup parlé de Matrix, tout ça. C'est clairement The One, ce n'est pas ça, hein, tu vois. Non, c'est pas Voilà, du tout du même niveau, c'est sûr. C'est clairement pas du même niveau. Il y a, moi, je trouve en fait, on va dire.
les qualités de ses défauts, c'est-à-dire que c'est une petite série B tout à fait sympathique, avec un Qui ton qui tel, s'assume comme tel, clairement. avec un ton fun, qui pourrait être beaucoup plus débridé, en fait, qui pourrait partir dans tout un truc avec son univers, par exemple, ne pas montrer que 2 Jet Li, mais en montrer plusieurs, tu vois, et vraiment, en fait, montrer tous ces combats-là, tu vois, tous les trucs, en fait, et du début jusqu'à la fin, en fait, pas forcément partir uniquement du point de vue du méchant, même si c'est là où l'histoire commencerait, quoi, et vraiment partir, en fait, dans tout un délire, et ils le font pas vraiment, c'est vraiment, en fait, t'as vraiment la portion très congrue de ce que tu pourrais voir de cet univers-là, avec, je trouve, des principes d'écriture un peu à la Retour vers le futur, même si là c'est une question temporelle, là ça serait plus une question d'univers parallèle, même s'il y a un peu de ça dans Retour vers le futur 2 en l'occurrence, mais l'idée que pour te faire comprendre les choses facilement, effectivement, dans un univers le président c'est Bush, dans l'autre univers le président c'est Al Gore, comment dire, il y a Jet Li, donc ça c'est un peu rigolo, il a des coupes de cheveux, mais c'est là où tu vois que le film se positionne clairement d'ailleurs dans l'humour, quoi. C'est-à-dire que il joue avec Jet Li, effectivement, avec ses différentes personnalités des univers parallèles. C'est très drôle, hein, et même dans les combats, hein, tu vois, je veux dire, par exemple, le Jet Li surpuissant, à un moment donné, attrape 2 motos, il éclate un type avec ça, c'est rigolo, quoi, tu vois, c'est voilà, et c'était pré-comic book, on va dire, tu vois, donc il y avait des trucs un peu fun, parce que ça c'est le genre de truc que Hulk fait, tu vois, et voilà, quoi. Ce qu'il faut effectivement, t'as raison de le rappeler, il faut le replacer aussi dans le contexte. J'ai parlé de la 4ème dimension, tout ça et tout, mais le comics, c'est énorme, quoi. Et encore une fois, nous, ce qui nous plaisait, enfin, ce qui nous avait touché dans The Blade et puis après dans Matrix et tout, c'était enfin, tu te disais, putain, des mecs qui ont compris le comics, quoi. Nous, enfin, on était des lecteurs de comics tous les deux, Steph. Complètement, hein. Et c'est vrai qu'il y avait une vraie frustration. C'est-à-dire que même sur un chef-d'œuvre comme Batman le défi, c'est clairement pas du côté du comics et de l'adaptation comics que tu es rassasié. Non, parce qu'en quoi. fait, ils s'en foutent complètement, Ils que s'en ce soit foutent, c'est Burton pas ou du tout- Daniel Waters. C'est ça, mais, voilà, c'est pas du tout le truc. Et à côté de ça, les films adaptés de comics ou qui se réclamaient du comics étaient d'une pauvreté hallucinante. Et effectivement, je pense qu'il y a eu la démocratisation des effets numériques. Et The One en a profité à fond de façon parfois un peu abusive, mais ils en profitent, tu vois. Et au moins, c'est tu vois effectivement des images comme ça qui sont vraiment cool, quoi, qui sont vraiment agréables. Puis quand quoi. tu sais ce que tu vas voir avec un film comme The One, tu vois, je veux dire, par exemple, le truc où ils passent d'une dimension à l'autre et qu'ils font des gueules pas possibles à la Total Recall ou des trucs comme ça, c'est un peu marrant. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est pas, tu peux pas vraiment prendre le film au sérieux. Le dernier plan du film, c'est clairement cool. Il est super fun, quoi. Nous, on est sortis, moi je me rappelle, on l'avait vu tous en projo à l'époque, hein, donc salle un petit Sony, peu à l'avance et tout, quoi. Et en fait, on était sortis, on était contents. On est contents de voir un plan où le mec, en fait, si tu veux, donc il se retrouve alors on spoil. C'est un gros spoil. C'est un gros spoil, mais bon, vous gâchez pas la surprise si vous l'avez pas vu. Voilà, quoi. mais c'est l'idée en fait que le mec est balancé dans une dimension prison, on va dire, plus ou moins, et qui s'appelle Hades. Et en fait, en gros, il décide, tous les gens veulent l'attaquer, quoi. Mais c'est Jet Li, c'est le deuxième dernier, en fait, c'est l'avant-dernier, on va dire, peu importe en fait comment on voit. Donc il a une certaine puissance et il dit, je suis pas votre pute, c'est vous en fait, qui êtes ma pute, tu vois. Et il commence à savater 15 mecs et c'est un plan à la Mortal Kombat en fait où il part. Et c'est tellement bien fait. C'est un beau plan. Hein. Et c'est Dick Ferrand qui l'avait fait. Et c'est joli en fait. C'est une espèce de pyramide et t'as un travelling arrière qui n'en finit pas. Et à la fin, t'as même des espèces de vaisseaux qui arrivent à la Terminator justement là, qui avec des espèces de projecteurs et tout. T'as un mélange de vrais figurants et de figurants en 3D qui même aujourd'hui tient plutôt bien la route. Et puis en fait, tout bêtement, le film il serait terminé sur quelque chose un peu plus sérieux, un peu plus poète, un peu plus, je sais pas, tu vois. En fait, ça serait pas le film. C'est pas la même chose, voilà. exactement. C'est aussi une note d'attention, le dernier plan, quoi. Et c'est en ça que le film est plutôt, enfin, que tu sors avec une bonne aura en fait du film, quoi. Maintenant, bon, faut relativiser. C'est quand même shooté à l'américaine. C'est-à-dire que si vous avez l'habitude de voir du Jet Li période Hong Kong, et bon, Dieu sait qu'il a fait des films, comment dire, pas très très bien filmés, quoi, tu vois. Je pense au Wong Jing, au truc comme ça, quoi. Là, ça reste quand même très cuté, très, comment dire, un mouvement, un cut. Tu vois, et du coup, je trouve que en fait, toute la logique des arts martiaux, en fait, si tu veux, n'est pas ultra fluide, en fait. Le combat final, c'est un des problèmes. Outre le fait qu'on peut voir en fait qu'il se bat contre quelqu'un qui plus ou moins une doublure avec le même gabarit et que de temps en temps, il y a des masses numériques qui sont assez grossiers, quoi. Ouais, bon, ça, tu peux l'expliquer pour l'époque. J'aime bien ceci. Ouais, mais ça va encore, mais je veux dire, ceci, j'aime bien l'idée des étincelles et des trucs comme ça. Il y a un truc qui est sympa dans le combat. C'est ce que j'allais te dire. Tu vois, c'est que oui, bien sûr, il y a ça et tout, et c'est vrai que c'est dommage parce qu'il était venu avec Corey Yuen et puis toute son équipe. C'était l'époque aussi où Hollywood avait accepté en fait finalement. À cause de Ian Whooping sur voilà, Matrix, exactement, quoi. Et du coup, c'est les chakras s'ouvraient, quoi. Et tu sais qu'à chaque fois, tu dis putain merde, mais reste un peu plus longtemps. Tu peux te permettre ça avec un mec
comme Jet Li et tout, et ça manque un petit peu, quoi. Mais effectivement, tu vois, le coup des étincelles, par exemple, c'est ça le truc, c'est que le film te rattrape toujours avec une petite idée. Il y a la petite idée qui fait plaisir. Ouais, et puis en fait, c'est un truc de styliste que tu t'attendais pas forcément en fait de la part de James Wong. Par exemple, quand Tony Scott il fait ça dans la fin de True Romance avec les plumes, bon bah c'est Tony Scott, tu vois, tu te dis oui, bon bah forcément il va mettre sa touche en fait sur la séquence en fait comme ça, il veut la faire différemment des autres. Mais là, de la part d'un James Wong, on s'attendrait pas forcément à ça, surtout que le film est assez classique, encore une fois, si tu sors des trucs post-Matrix, quoi. Et là, en fait, t'as un truc comme ça qui est plutôt cool, où tu te dis, bah, vous êtes quand même fait chier, parce que ça devait pas être facile à tourner, tu vois. Mais ça vient aussi de Eric Durst, en fait, qui était le superviseur FX, qui était un super mec qui avait bossé sur Torque. Quand la route s'enflamme. Mais c'est un mec vraiment intéressant. Il avait déjà bossé sur Tron et tout. Et c'est un des gars, en fait, c'est une force créative, en fait, vraiment dans le film et tout. Et moi, c'est ce que m'avaient dit les quelques mecs que j'avais interviewés, moi, qui étaient plus du côté des effets spéciaux, mais il avait vraiment voix au chapitre, en fait, tu vois, à l'époque. Et je pense que c'est pareil. On écoutait beaucoup ces gars-là. On cherchait le nouveau John Gaeta, qui était le superviseur des FX, en fait, sur Matrix. Et on se disait, si ce mec-là, il nous dit qu'avec la caméra, on peut faire ça, tout à coup, en fait. C'est ça qui était génial avec Matrix, et encore un peu The Blade, mais surtout Matrix, c'est que... Blade, ouais, pardon, excuse-moi, The Blade, c'est le chef-d'œuvre de Twark. Mais c'est ça qui était super, c'est que tout à coup, en fait, on se disait, ah oui, les effets spéciaux peuvent servir vraiment à nous faire des plans, en fait, qui pètent. Et Eric Durst venait aussi pour ça. Alors bon, ça donne Torque quand la route s'enflamme, mais ça on en a déjà parlé, on va pas revenir dessus, même si voilà, bon qui pique tout ça, mais ça donne aussi effectivement des idées comme ça, ou des idées comme le plan final, quoi. Et ça c'est agréable. Je ne dis pas que les idées viennent uniquement de lui, mais je dis que voilà, il faisait partie en fait de cette équipe qui permettait de donner ces petites idées bonus en fait dans The One, quoi. Alors on va en parler parce qu'on l'a évoqué rapidement. Il y a Jason Statham dans le film par exemple, qui est un personnage secondaire, hein, tu vois, mais qui était déjà quelque part Jason Statham, si ce n'est avec un peu plus de cheveux et un peu plus jeune, quoi, et qui avait, je pense à mon sens en fait, cette problématique qui va le suivre sur toute sa carrière, qui est en fait que tu sens que comme c'était pas la vedette dans le film là, il a envie d'être la vedette. Mais en fait tu sens qu'il a fait le film pour faire le film avec Jet Li parce qu'il devait kiffer Jet Li en tant qu'artiste martial, etc. C'était avant que le transporteur lui offre un premier rôle, on va dire, d'action, quoi, de héros d'action. Un an après d'ailleurs, mais le problème c'est que du coup tu sens qu'il surcompense à mort, et c'est vraiment le Jason Statham qui surcompense comme c'est pas permis, quoi. Il est insupportable. Et tu sens que même il a pas envie de, quand Jet Li le tient en respect à la fin, il lui dit bon c'est bon là, tu me laisses me battre maintenant, tu me laisses tranquille. Tu sens que le mec en fait il le fait vraiment à contre-cœur, voilà. Et on va dire, le mec roule des mécaniques comme ça a toujours été un peu le cas dans sa carrière, quoi, mais alors là c'est flagrant, quoi, et c'est même plus flagrant que dans Ghost of Mars où il me posait déjà problème, moi je trouve, dans le film de Carpenter, quoi. Mais c'est deux films qui sont sortis plus ou moins en même temps. Voilà, donc, et puis je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter vraiment sur on n'a peut-être pas beaucoup parlé de Jet Li aussi, parce que ce qui est agréable, c'est que c'est marrant parce que t'as cité L'Arme Fatale 4, Roméo doit mourir et tout, et c'est vrai que une des problématiques, moi j'ai trouvé, en tant que fan de Jet Li, mais évidemment dans sa période chinoise à Hong Kong, c'est que tu disais, mais en fait, ils le comprennent pas, en fait. Ils comprennent pas pourquoi ce mec est un héros, en fait. Ils comprennent pas pourquoi on l'aime autant et pourquoi il est différent, en fait, de Bruce Lee. Et notamment, ce truc de... Enfin, moi, c'est mon avis, mais j'ai toujours trouvé qu'il avait une espèce de bonté qui émanait, en fait, de Jet Li. C'est rare de voir un... moi, j'adore Bruce Lee aussi, évidemment, mais Bruce Lee, c'est la haine, quoi. C'est la hargne, quoi. Il a un truc de rage en lui, quoi. C'est la rage plutôt, mais c'est le militantisme, en fait, dans très, très bien poussé, sûr, quoi, évidemment, c'est un crime. Voilà, il y a un truc. Jet Li, je trouve que c'est pas Dr. Wong pour rien, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une sérénité, en fait, mais qui va aussi avec sa façon de se battre, peut-être aussi, quoi. Et une sérénité, une gentillesse, en fait, qui émane totalement de lui. Et c'est vrai que dans tous ces films américains, en fait, et à part The One, aucun n'a su exploiter ça. Et j'aime beaucoup, en fait, son personnage de gentil. Alors, et le méchant sort d'autant mieux, quoi, parce que justement, ça fait partie des rares films où j'ai retrouvé, américain, j'entends, où j'ai retrouvé ce truc-là, en fait. Il y a de ça, et puis en plus, il y a toute l'idée, en fait, mais je pense que ça vient de lui, hein, dans le film,
qui ramène une certaine philosophie en fait, des arts martiaux, une certaine philosophie de bien-être, tu vois, mental, de bien-être physique et tout, qui est bon, finalement pas trop exploité dans le film non plus. C'est vraiment en sous-main, quoi. Mais tu le comprends en fait dans sa relation avec sa femme, tu le comprends dans la maison dans laquelle il vit, tu le comprends par rapport à tout ça, quoi. Et mine de rien, en fait, c'est des petits trucs où tu te dis, ça construit le personnage, ça l'étoffe un peu. Vu qu'on parle en fait, si tu veux, d'un film de science-fiction où les logiques en fait d'énergie, les logiques en fait de karma, les logiques de tout ça en fait rentrent en ligne de compte. Voilà, c'est vrai que tu te dis putain en fait à la fin c'est dommage que ce soit pas plus exploité que ça, quoi, et que ça donne pas un cœur émotionnel plus prononcé, quoi, tu vois. Et d'ailleurs, enfin moi ça fait partie, tu as cité Highlander tout à l'heure, voilà, en comment dire, en comparaison, mais ça fait en revoyant The One comme ça, c'est exactement la même chose que quand je revois Highlander. C'est bon, pas souvent, hein, tu me diras, parce que Highlander au bout d'un moment c'est quand même, il faut quand même dire que c'est quand même un film allez, passe à la suite, qui est resté coincé entre 86 et 86, quoi. Et bah c'est vrai, c'est un film qui a vieilli. Ce sont des films qui mériteraient un vrai remake, parce qu'ils ont un tel concept, de telles idées, de telles choses en fait, que si tu dis mais bien, tu vois, bien fait, quoi, tu vois, vraiment en fait bien poussé, quoi. Oui, mais en même temps, ça c'est une qualité, c'est-à-dire que c'est aussi un truc où je pense aussi que bizarrement c'est ce qu'on attend d'une bonne série B, en fait. De se dire, c'est pas totalement exploité, mais du coup, ça te fait travailler le ciboulot. C'est-à-dire, c'est super comme concept. Je pense qu'une bonne série B, même dans les années 50 et tout, c'est aussi ça, en fait. C'est un truc qui est pas forcément totalement abouti et qui t'ouvre aussi l'idée, en fait, et l'imagination. C'est un concept peut-être un peu tiré par les cheveux, mais je crois ça. En fait, c'est marrant parce que je me suis fait la même réflexion que toi et je me suis dit, mais est-ce que j'ai vraiment envie qu'on pousse ça plus, en fait? C'est-à-dire que un des plaisirs aussi de The One, c'est que tu sors, et je pense en plus qu'on l'avait fait tous les deux, et tu te dis, putain, mais les autres Jet Li sont trop rigolos, et tu commences à peut-être fantasmer, en fait, sur ce qu'on pourrait faire, ce qui pourrait être, et quel serait l'autre univers et tout, quoi. Mais moi, je pensais plus à l'idée, en fait, si tu veux, que quand t'as un concept aussi fort de SF, si tu veux, t'essayes de vraiment exploiter toutes les mamelles du truc, quoi. C'est-à-dire vraiment toute comment dire, pas seulement l'idée de montrer que les univers, en fait, mais qu'est-ce que ça veut dire. Là, le film, il pose... Every part of a Buffalo, c'est le truc de Brad Bird, ouais. Mais le truc aussi, par rapport à ça, c'est que, voilà, le film ne pose pas la question de qu'est-ce qui se passe si Jet Li tue vraiment Jet Li. Tu vois ce que je veux dire? Et parce que personne le sait, il pose la question mais il donne pas la réponse. Et du coup, en fait, le film, enfin, un remake pourrait donner un semblant de réponse à un moment donné sur un truc comme ça qui pourrait être intéressant aussi, quoi. Oui, dans des logiques de concept de SF, encore une fois. C'est pas plus mal que ce soit dans le non-dit, quoi. C'est comme le quickening de Highlander. Alors le quickening, non mais dans le premier, tu veux dire. Oui, bien sûr. Non mais voilà, après moi je sais pas, moi je te rejoignais plus, disons, sur effectivement le travail des mondes parallèles. En plus, il y a un monde parallèle idyllique à la fin là, qui est représenté, qui est hyper... qui est très Demolition Man là, en fait, mais qui est complètement kitsch et tout, mais qui est assez drôle. Et oui, c'est vrai que là tu peux te dire, et en même temps non, je trouve que c'est pas, s'il y a frustration, c'est que c'est bon aussi. Enfin, tu vois, il y a un peu de ça aussi dans le truc. Le film rassasie en temps. Ça n'a jamais été mon credo. Non, moi non plus, c'est vrai en plus. Mais en même temps, c'est que Less is more Mayas, tu vois. Le film te ment pas sur ce qu'il est. Et il te donne ce qu'il est, en fait, tu vois, à peu près, peu ou prou, quoi. C'est en fait, c'est aussi ce qui mérite, en fait, qu'il soit vu. Et c'est pour ça que quelque part on en parle encore 20 ans après. Ouais, même si exactement. Objectivement, c'est un film qui est extrêmement daté dans par exemple ses choix musicaux. Ouais, c'est plus pénible qu'autre chose. Trevor Rabin, je crois, la musique, tu vois. Ça fait partie des trucs qui sont un peu relous, voilà, où tu sens que là, c'est vraiment la mainmise du studio qui fait, bon, là, tu vas nous mettre de la musique tendance, du rock tendance FM pourri, quoi, ce genre de choses, où tu te dis, merde, il manque un thème dans ce film, il manque quelque chose. Une espèce de hard rock un peu foireux, là. Ouais, FM californien foireux, quoi. Mais il manque un thème, il manque un truc héroïque, il manque quelque chose, en fait, si tu veux, qui pourrait, en fait, transcender le truc. Et sur le principe du concept de série B, j'ai envie de dire, si tu veux, mais bon, évidemment, on cite, tu t'en as parlé, Terminator, tu vois. Là, c'est de la pure série B, Terminator, mais le truc, c'est que voilà, il y a une idée de vraiment développer, tu vois, l'univers et te dire, même si, pour le coup, je trouve que justement, il n'y a pas frustration dans Terminator. La suite, moi j'adore la suite, mais il n'y a pas frustration. Alors que là, effectivement, tu pourrais dire, il y a un peu frustration sur plein de petits éléments, en fait. Pourquoi, comment ça fonctionne, en fait. Est-ce que automatiquement, par exemple, Jet Li est automatiquement marié dans tous les univers avec Carla Gugino, tu vois. Est-ce que, tu vois, ce genre de choses, quoi. Est-ce que c'est pas un peu injuste? Mais tu penses que oui.
T'es jaloux, c'est ça? Ouais, non, mais ça, c'est pas normal. Faut en laisser. non mais blague à part, je sais pas, tu vois, le truc en fait, si tu veux, c'est que non, toutes ces notions qu'il n'y a pas forcément que du fun en fait dans certains univers, il y a aussi, tu vois, et vraiment jouer sur toutes ces couches en fait de voilà, plutôt que de le truc qui va, qui est sympa, qui est marrant, tu vois, qui est bon esprit, tu vois. Et non, voilà. ça me Mais gêne bon, après, pas. c'est ce qui reste, Ça fait partie aussi du plaisir et tout. Il y a une petite info que j'ai pas donnée aussi. Alors je suis désolé, je reviens un peu sur les fixes comme c'est. Vous savez que c'est ma marotte, mais truc. non, mais en fait c'est pas tout à fait que sur les fixes. En fait, c'est que ce qui est intéressant, c'est qu'on a parlé tout à l'heure des effets à la Matrix et etc. Enfin des trucs à la bullet time là. James Wong t'a dit non, c'est pas vrai, mais si, c'est quand même un peu vrai. Et en fait, le truc, c'est que évidemment les effets à la bullet time, c'était très dur à faire, très cher surtout. Ça coûtait beaucoup de pognon. Et The One est, encore une fois, plutôt reste dans des canons budgétaires plutôt raisonnables, quoi. C'était 48 millions de dollars à l'époque. Hein. Ce qui était un budget moyen. Les budgets moyens qui n'existent plus aujourd'hui à Hollywood, hein, d'ailleurs, dans les films de studio, quoi. Mais qui était... Moi, je me sens pas volé, en fait, quand je vois un film comme The One par rapport au budget. Et en fait, le truc, c'est qu'ils ont compensé, en fait, les outils qu'ils avaient mis en place sur Matrix, leur absence, en tout cas, par Jet Li, en fait, tout simplement. Et je voulais vous le dire, en fait, parce que il me semble que c'est intéressant. On a parlé de l'apport d'avoir Jet Li et tout. Mais c'est-à-dire que les changements de vitesse et surtout la précision de Jet Li leur a énormément en fait servi pour concevoir les effets spéciaux. Il y a un exemple moi que j'aime beaucoup par exemple, c'est que Jet Li devait se battre comme il doit se battre contre lui-même. Il y avait besoin d'avoir des points de raccord extrêmement précis qui figuraient avec des balles de tennis. Et en fait, au bout d'un moment, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient plus besoin des balles de tennis et que le mec était tellement précis en fait dans ses gestes que d'un plan à un autre, il avait arrivé à retrouver exactement la marque. Et on parle à 1 centimètre près, hein, tu vois. Je trouve que ça en dit beaucoup. Et même si tu veux, sur les différences de mouvement et de déplacement en fait de Jet Li, il le faisait lui-même en temps réel sur certaines choses pour éviter des balles, notamment sur un plan comme ça. Donc je trouve que ça en dit parce qu'on n'a pas beaucoup parlé en fait finalement dans Stéroïde de Jet Li. T'as jamais fait de vidéo sur lui? Pas encore. T'avais fait Le Maître d'Armes, qui est un chef-d'œuvre. Enfin moi je trouve que c'est un chef-d'œuvre de René avec Yannick. Avec Yann, ouais, si mes souvenirs sont bons, mais c'est vrai que c'est. Enfin, on adore Jet Li, c'est un grand maître et je trouve, enfin voilà, c'était aussi ma façon de saluer un peu sa maîtrise hallucinante. Et un type qui n'avait même pas encore 40 ans à l'époque en fait, ouais. Voilà, qui était vraiment, parce qu'il a commencé très très jeune dans le temple de Shaolin et tout ça, mais le truc c'est que voilà, il y avait ce truc là et c'est vrai que on va dire que à la mesure de ce qui sortait à ce moment-là en fait en salle, parce qu'on a parlé effectivement de Roméo doit mourir, mais on oublie le baiser mortel du dragon. Le baiser mortel du dragon. Qui est quand même une putain de série Z, tu vois. Il y a eu en sursis juste après aussi, qui était pas bien non plus, quoi. Où il a refusé les Matrix aussi, en fait, parce qu'il n'était pas assez payé. Mais donc, ouais, il y a tout un truc comme ça. Et finalement, The One, c'est ce qui ressort de cette période américaine au début, je trouve, de plus sympathique. Américano-française, parce que c'était aussi... Oui, bah après, c'est tellement fait à l'américaine, comment dire, enfin, ça se voudrait tellement être fait à l'américaine, le baiser mortel du dragon, que bon, voilà, moi j'ai un petit fétiche sur ce film parce que c'est tellement dégueulasse et foireux et mal foutu, etc., que ça en devient rigolo, quoi, c'est un nanar, quoi. Mais évidemment, The One, c'est du tout autre tenue, quoi. Voilà. Ouais. C'est le seul bon Jet Li américain. Ouais, en cherchant bien, effectivement. On dit ça? Ouais. Est-ce qu'on reste là-dessus? Merci Alain, la technique. Merci c'est pas Alain, mal comme conclusion, non? En fait, il est en train d'acquiescer du chef, il opine du chef, on est au topine du chef. il a mis son t-shirt préféré Akira. Voilà, comme ça pour nous dire qu'effectivement, pour lui aussi, c'est le meilleur Jet Li américain. Merci Julien. Bah merci Stéphane. Merci Alain. Merci à la technique. Merci Alain à la technique. Merci à nos auditeurs. Pour nous suivre, les réseaux sociaux habituels, hein, c'est-à-dire que, bah voilà, en gros, Facebook, Twitter, Instagram, tout ça, etc. TikTok, non, on n'a pas encore fait TikTok. TikTok avec des deepfakes où on se fait passer pour Jet Li. Ce serait trop bien. Pour vendre les émissions, tu vois. Je le porte volontaire, tiens. Voilà. Et je suis très déçu, t'as pas du tout fait de point caca. Et non. Écoute, cette fois-ci, non, quoi. Mais écoute, il faut rester dans la frustration, tu vois. Quand il y a frustration, c'est que ça c'est reviendra, bon, les mecs, ça reviendra. Ouais, puis en fait, il y a tout simplement l'idée que tu voulais respecter Jet Li, quoi. Exactement. Ouais, bah merci Julien. Mais merci à Jet Li. Et à bientôt.